Comme toujours, j'arrive au bistrot des Lilas avec 3 minutes d'avance. C'est une manie, cette ponctualité rigide, une petite armure contre l'imprévu. Le restaurant est niché entre les luxueuses boutiques de la place des Vosges, un havre de paix chic sous les arcades historiques. Ces tables en terrasse, protégées par de larges auvents bordeaux, sont déjà bondées par la foule du brunch dominical parisien. Un brouhaha feutré de conversation, de tintements de verre et de couverts sur la porcelaine flotte dans l'air frais du matin. Le bruit sec de mes talons sur les pavés anciens rythme ma marche. Je prends une seconde pour ajuster mon blazer anthracite, un geste mécanique pour me donner contenance avant d'entrer. La maîtresse d'hôtel me reconnaît instantanément. Mademoiselle Dubois, votre père est déjà installé. Son sourire est professionnel, mais je décèle une pointe de sympathie dans son regard. Bien sûr qu'il est déjà là. Stéphane Dubois n'attend personne, mais il est capable de passer un repas entier les yeux rivés sur son téléphone. Je me faufile entre les tables où des couples sirotent leur kir royal, l'air insouciant. Je l'aperçois enfin, dans la banquette du fond, celle qui offre le plus d'intimité. Il est voûté sur son écran, le pouce glissant frénétiquement sur le verre, et ne lève même pas les yeux lorsque je m'installe en face de lui. Juste un grognement en guise d'accueil. Bonjour, papa. Un autre grognement. Le son de bise claquée dans l'air attire mon attention. Ma mère, Valérie Dubois, s'est arrêtée 2 tables plus loin pour saluer un groupe d'amis du même monde qu'elle. Son rire, clair et puissant, traverse la salle à manger. C'est un rire travaillé, un instrument de sociabilité. Quand elle daigne enfin rejoindre notre table, elle ne s'assied pas, elle s'arrange. Elle lisse son chemisier en soie crème, dépose son sac hors de prix à côté d'elle, puis se perche sur le bord de la banquette. Chloé. Elle me tend la joue, une surface lisse et poudrée que je frôle docilement des lèvres. Son parfum est une agression olfactive, une fragrance française opulente et reconnaissable entre toutes. Maman. Le serveur, un jeune homme efficace, apparaît comme par magie. Bonjour, monsieur Dubois. Madame Dubois, comme d'habitude. S'il vous plaît, lance Stéphane sans quitter son écran des yeux. Et pour vous, mademoiselle? L'insistance sur le « mademoiselle » est une piqûre familière. Cela fait 3 ans que je déjeune ici 2 fois par mois, mais je reste, mademoiselle, l'éternelle pièce rapportée. Un café noir, et la crêpe complète aux légumes, s'il vous plaît. Valérie fronce son nez parfaitement refait. Pas de kir royal, ma chérie? C'est dimanche. J'ai du travail cet après-midi. Un dimanche? Elle soupire, comme si je venais d'avouer une tare sociale honteuse. Le vrombissement puissant d'un moteur annonce l'arrivée de Lucas avant même qu'il ne franchisse la porte. À travers la grande baille vitrée, je regarde mon frère aîné s'extraire d'une Alpine à 110 argentée. Il jette les clés au voiturier avec cette arrogance désinvolte de ceux à qui on n'a jamais dit non. Il entre, avec 10 bonnes minutes de retard, un sourire éclatant aux lèvres. Désolé, désolé. J'étais coincé dans un casino de la Côte d'Azur. Un week-end de folie, vous n'imaginez pas. J'ai gagné 5 000 € rien qu'au blackjack. Stéphane lève enfin les yeux de son téléphone, un éclair d'intérêt dans le regard. Bien joué, mon fils. Lucas se laisse tomber sur la banquette à côté de moi, vibrant encore de son succès. La suite. Ils m'ont offert la suite. Papa, tu n'en reviendrais pas. 2 chambres, du marbre partout, le grand luxe. Je bois une gorgée d'eau, silencieuse. Le serveur revient avec nos boissons et Lucas commande un verre de vin rouge sans même consulter la carte. Alors, commence Valérie en joignant les mains sur la table, ton père et moi avons discuté du gîte en Normandie. Mes épaules se contractent instantanément. Les plans de rénovation sont finalisés, poursuit-elle. 1 200 000 € tout compris. Nouvelle cuisine, suite parentale modernisée, et on se débarrasse enfin de cette vieille bibliothèque poussiéreuse. Elle deviendra une vraie salle de cinéma. Les mots me frappent comme une douche froide. La bibliothèque. Oh, Chloé, ne sois pas sentimentale, dit Valérie en agitant la main. Ces vieux livres tombent en morceaux. Personne ne les lit. Moi, je les lis. Grand-mère Geneviève m'a légué cette bibliothèque spécifiquement. C'est écrit dans son testament. Le gîte est en copropriété, je vous le rappelle. Stéphane pose son téléphone. Sa voix est plate, lasse.
Ne sois pas pénible avec tes sentiments. Nous augmentons la valeur du bien. Je ne suis pas pénible. J'énonce un fait juridique. L'expression de Valérie change, son sourire devient acéré. Sa voix porte, atteignant délibérément les tables voisines. Elle en a besoin, aussi. Chloé, ma chérie, tu devrais être reconnaissante que nous t'invitions à ces déjeuners. La pitié, ça va loin dans cette famille. Les conversations environnantes baissent d'un ton, quelques têtes se tournent discrètement, feignant de ne pas écouter. Lucas affiche un sourire en coin, déjà replongé dans son téléphone, faisant défiler ce qui ressemble à une application de casino. Mon visage brûle, mais je garde ma voix stable. Merci pour ta franchise, maman. Elle cligne des yeux, surprise que je ne contre-attaque pas. Parfait. Laissons-la dans le doute. Le serveur apporte nos plats, et nous mangeons dans un silence pesant. Je découpe ma crêpe en carrés précis, mastiquant lentement pour gagner du temps, pour réfléchir. Mon esprit dérive, 2 ans en arrière, lors d'une cérémonie de remise de prix. J'avais remporté la distinction, 30 de moins de 30 ans, pour mon travail en sciences des données. La salle de réception était pleine de leaders de l'industrie technologique, d'investisseurs, de gens qui comprenaient ce que j'avais accompli. Un ancien collègue de l'école polytechnique s'était approché de notre table où mes parents semblaient vaguement mal à l'aise au milieu de tous ces ingénieurs. « Madame Dubois, vous devez être si fière. Le travail de Chloé sur les algorithmes prédictifs est révolutionnaire. » Valérie avait souri, posant une main sur son cœur. « Nous sommes tellement fiers qu'elle ait trouvé un passe-temps dans lequel elle excelle. » La pauvre chérie. Elle a toujours eu des difficultés sur le plan social, alors ce travail sur les données est parfait pour elle. Le sourire du collègue s'était figé. Je m'étais excusé pour aller aux toilettes et y étais resté 15 minutes. La pauvre chérie. Cette expression m'a suivi toute ma vie. De retour à table, Lucas décrit une main de poker avec des détails insupportables. Stéphane hoche la tête de temps en temps. Valérie vérifie son reflet dans un poudrier. Je suis leur informaticienne attitrée. Celle qui réinitialise le mot de passe de Stéphane chaque mois. Celle qui a construit de A à Z le tableau de bord du Family Office Dubois, intégrant les comptes d'investissement, les registres de propriété, les documents fiscaux. 8 ans de travail gratuit parce que je pensais que la compétence finirait par m'attirer le respect. J'avais tort. Le repas se termine. Stéphane fait signe pour l'addition, qu'il signe sans même la regarder. Nous nous levons et Valérie embrasse ses amis en sortant. Lucas se dépêche d'aller prendre en photo son Alpine à 110 sous un meilleur angle. Je marche seul vers ma voiture, le brouillard parisien commençant à envelopper la ville. Mes mains tremblent légèrement en déverrouillant la portière. Pendant 8 ans, j'ai cru qu'en travaillant plus dur, en construisant de meilleurs systèmes, en me rendant indispensable, il finirait par me voir, par me valoriser. Mais les mots de Valérie ont anéanti cette illusion. La pitié. Il m'invitait par pitié. Je m'assieds au volant, sans démarrer le moteur. Ma pitié pour eux est la seule chose qui les protège. Mes compétences, offertes gratuitement, les ont protégés de leur propre incompétence. Stéphane ne tiendrait pas une semaine sans mon tableau de bord. Les dettes de jeu de Lucas l'auraient déjà ruiné si je n'avais pas signalé ces transactions suspectes il y a des mois. Le brouillard s'épaissit contre mon pare-brise. J'ai un accès administrateur maître à absolument tout. Chaque compte, chaque investissement, chaque mot de passe. Stéphane a signé le document d'autorisation il y a 5 ans sans le lire. Il voulait juste que son portefeuille soit mis à jour plus rapidement. Fini l'expertise gratuite. Je démarre la voiture et rentre chez moi dans l'après-midi grisâtre. D'ici ce soir, j'accomplirai mon devoir fiduciaire, protéger les actifs avant de démissionner. C'est dimanche soir, ce qui signifie que j'ai le temps. Ils pensent que je suis la pauvre chérie qui a besoin de leur pitié. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Dimanche soir, j'ouvre mon ordinateur portable dans mon appartement à Montmartre. Les lumières de la ville scintillent à travers les baies vitrées, mais je ne regarde pas la vue. Le bureau en acajou de ma grand-mère, le seul meuble que j'ai réclamé de sa succession, supporte mon MacBook et 3 moniteurs externes. Maintenance de routine. C'est tout ce que cela devait être. J'affiche le tableau de bord du Family Office Dubois. Le système que j'ai construit à partir de zéro. Portefeuille d'investissement, registre de propriété,
compte en fiducie, relevé de carte de crédit, tout est intégré, tout est suivi. Papa l'appelle, le tableur magique de Chloé. Quand il daigne en parler. L'historique des transactions se charge. Je recherche les schémas habituels quand une série de retraits attire mon attention. Le compte courant de Lucas. 50 000 € en mars, 42 000 en avril, 63 000 en mai. Mon pouce accélère. Je filtre par catégorie de commerçants. Un casino de la Côte d'Azur, à chaque fois. J'ouvre un écran secondaire et cartographie les transactions par ordre chronologique. Le schéma apparaît, comme une éruption cutanée qui s'étend. 18 mois de vol croissant, pas du jeu occasionnel, mais un pillage systématique. Je fais le total. 350 000 €. Mes mains planent au-dessus du clavier. Ce n'est pas de l'insouciance. C'est une addiction. Et personne ne l'a remarqué parce que je suis la seule à lire vraiment ces rapports. Je change d'onglet pour les registres de propriété du gîte en Normandie. Les permis de rénovation mentionnés par Valérie devraient être déposés à la mairie maintenant. Voilà. Soumis il y a 2 semaines. Demandeur du permis, Valérie Dubois. Description du projet, rénovation intérieure incluant l'enlèvement de murs non porteurs dans la section nord-est. La section nord-est. C'est la bibliothèque. Je clique sur les factures de l'entrepreneur. 180 000 € déjà payés. L'acompte a été versé mercredi dernier depuis le compte en fiducie familiale. Ils n'en ont pas seulement parlé au déjeuner. Ils sont déjà en train de le faire. Mon écran clignote. Une boîte de notifications rouge apparaît dans le coin. Alerte de sécurité haute priorité. Session utilisateur simultanée détectée. Je vérifie l'horodatage. 21h47. Quelqu'un d'autre est connecté au système en ce moment même. J'affiche le panneau des sessions actives. Le nom d'utilisateur de Lucas. Il est dans le module de virement bancaire. 50 000 €. Bénéficiaire, Hôtel Casino de la Côte d'Azur. La transaction est dans la file d'attente d'approbation, attendant le traitement par lot de 22 heures, dans 13 minutes. Ma poitrine se serre. Si ce virement passe, c'est un vol de plus que j'aurais facilité en construisant un système si fluide qu'il n'a même plus besoin de réfléchir. J'ai le choix. Le laisser passer ou l'arrêter. La pitié, ça va loin dans cette famille. Mes doigts volent sur le clavier. Je déclenche le protocole de sauvegarde d'urgence, celui que j'ai installé il y a 3 ans quand papa a demandé des mesures de sécurité supplémentaires. Il a signé l'autorisation, sans jamais la lire. Des téraoctets de données commencent à se copier sur des disques externes cryptés. Chaque transaction, chaque email, chaque document signé, 8 ans de preuve. 21h52. Stéphane a signé l'accord d'administrateur maître il y a 5 ans. Je me souviens de l'avoir regardé apposer sa signature, distrait par un appel téléphonique pendant que je lui expliquais la clause des pouvoirs d'urgence. Oui, oui. Fais ce que tu as à faire, pourvu que ça marche. Ce que j'ai à faire. Il m'a donné l'autorité unilatérale de geler les comptes en cas de suspicion de fraude ou d'abus. Le virement de 50 000 € de Lucas est un abus. 21h58. J'ouvre le protocole d'authentification double. Chaque compte, chaque carte de crédit, chaque plateforme d'investissement. J'active l'authentification à 2 facteurs et change les mots de passe maître pour des chaînes de caractères aléatoires de 60 caractères. Le virement de Lucas échoue. Première transaction refusée. Authentification requise. Je supprime la protection contre le découvert de tous les comptes courants. Si Lucas est déjà à découvert, il le découvrira demain matin. Les 11 cartes de crédit familial prennent plus de temps. Je dois désactiver chacune individuellement. La carte de crédit haut de gamme. La Visa Signature. La carte des Galeries Lafayette que Valérie utilise pour sa garde-robe. Les 11 affichent un statut rouge, inactive. Les comptes d'investissement sont les derniers. J'applique un blocage de 72 heures sur toutes les transactions. Pas d'achat, pas de vente, pas de retrait, pas de virement. 22h04. Mes mains tremblent maintenant. Pas de peur, mais de clarté. Ce n'est pas une vengeance. C'est du confinement et de la conséquence.
J'ai un devoir fiduciaire de protéger ses actifs. L'acte de fiducie établi par ma grand-mère me nomme cofiduciaire avec papa. Un autre document qu'il a signé sans le lire. Je ne vole pas. J'arrête l'hémorragie. Je protège les biens de la famille contre la famille elle-même. La distance émotionnelle est étrange, comme sortir d'une eau glacée pour marcher sur du sable chaud. Pour la première fois depuis des années, je n'essaie pas de gagner leur approbation. Je fais mon travail. J'ouvre un nouvel onglet de navigateur et accède à ma messagerie sécurisée. Camille Bernard, avocate. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'une conférence, Femmes et Tech. Elle m'avait donné sa carte en disant « Si jamais vous avez besoin de quelqu'un qui comprend à la fois le droit de la famille et le contentieux financier, appelez-moi. » Je tape le message avec soin. Sujet, urgent, violation de fiducie et litige immobilier. Camille, j'ai besoin de votre aide. 6 juin, la documentation d'un vol systématique de fonds en fiducie et de modifications immobilières non autorisées. J'exerce mes pouvoirs d'urgence en tant que cofiduciaire pour geler les comptes en attendant une enquête. J'ai besoin d'une mise en demeure rédigée pour les entrepreneurs, d'une notification au service d'urbanisme de la mairie, et d'une préparation au litige. Pouvez-vous me recevoir demain? Je joins les rapports financiers, les factures de l'entrepreneur, les demandes de permis, le testament de ma grand-mère avec la clause sur la bibliothèque surlignée. Envoyé. 22h31. Mon téléphone est posé sur le bureau, écran noir. Demain matin, il explosera de notifications. 17 messages vocaux, 43 textos. Mais ce soir, il reste silencieux. Je rédige l'email de démission à Stéphane Dubois, directeur de Dubois Capital. CC, Lucas Dubois, Valérie Dubois. Sujet, démission du poste d'administratrice système. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste d'administratrice système légal pour le Family Office Dubois. Les protocoles de sécurité ont été mis à jour conformément aux dispositions d'urgence de notre accord signé en mars 2020. Tous les accès administratifs ont été restreints en attendant la résolution des problèmes de conformité de la fiducie. Veuillez adresser toutes les demandes concernant le gîte en Normandie à mon conseil juridique, Camille Bernard. Chloé Dubois. Mon curseur survole le bouton « Envoyer ». Ils pensent que je suis la pauvre chérie, la fille reconnaissante qui devrait accepter leur pitié. Ils ont bâti leur vie confortable sur mon travail invisible. L'analphabétisme technologique de Stéphane masqué par ma compétence. L'addiction de Lucas financée par des comptes que j'entretenais. Le statut social de Valérie protégé par mon silence. Je clique sur « Envoyer ». 23h47. J'éteins mon téléphone. Demain matin, le chaos commencera. La carte de crédit haut de gamme de Stéphane sera refusée au salon de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les créances du casino de Lucas seront exigées. Le virement de Valérie à son décorateur d'intérieur sera rejeté. Ils réaliseront trop tard que l'informaticienne n'a jamais été le problème. Elle était la solution qu'ils tenaient pour acquise. Et les solutions, une fois retirées, laissent derrière elles des problèmes très évidents. Le premier refus a lieu à 9h du matin. La carte de crédit haut de gamme de Stéphane, celle qu'il utilise depuis 23 ans, est rejetée au salon de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je ne suis pas là pour le voir, mais je peux imaginer son visage. D'abord la confusion, puis l'irritation, puis cette nuance particulière de rouge qu'il prend lorsqu'il est confronté à l'incompétence. Sauf que cette fois, l'incompétence n'est pas celle de quelqu'un d'autre. 15 minutes plus tard, les créances du casino de Lucas sont réclamées simultanément. 3 établissements différents de la Côte d'Azur, tous exigeant un paiement immédiat. Le timing n'est pas une coïncidence. Ces lignes de crédit étaient structurées via les comptes du Family Office, et ces comptes ne reconnaissent plus ces codes d'autorisation. À 9h30, le virement permanent de Valérie à son décorateur d'intérieur est rejeté. Elle payait Claudet 5 000 € par mois depuis 18 mois. La plupart pour la rénovation du gîte en Normandie qui n'aura jamais lieu maintenant. Je me demande si c'est Claudet qui le lui dira ou si la banque enverra une de ses lettres polies mais fermes concernant des fonds insuffisants. À 10h, mon téléphone a 17 messages vocaux, tous de Lucas. Je ne les écoute pas. Je suis assise dans mon appartement de Montmartre avec ma 2e tasse de café, regardant le brouillard se dissiper sur Paris, et je ne ressens rien. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste un sentiment frais et net d'accomplissement,
comme fermer une feuille de calcul parfaitement équilibrée. L'assistante de Stéphane appelle à 10h15. Je laisse aussi aller à la messagerie vocale. La conversation de groupe familial explose à 10h22. J'ai mis les notifications en sourdine, mais je vérifie quand même, juste pour voir. Lucas, Chloé, qu'est-ce que tu as foutu? Stéphane, appelle-moi immédiatement. Valérie, c'est scandaleux. Comment oses-tu nous embarrasser de la sorte? Lucas, je suis sérieux. Appelle-moi maintenant. Stéphane, je contacte nos avocats. Je pose le téléphone et finis mon café. Le mercredi matin arrive avec un ciel gris et une légère odeur de pluie. Le bureau de Camille occupe le 42e étage d'un gratte-ciel du quartier de la Défense, tout en verre et en acier, et le genre de silence qui vient d'une moquette épaisse et de portes encore plus épaisses. J'arrive 10 minutes en avance, comme toujours, et j'attends dans la salle de conférence qu'elle a réservée. Stéphane franchit la porte à 9h précise, flanqué de 2 hommes en costume. Je reconnais immédiatement le type. Des avocats d'affaires, ceux qui facturent 800 € de leur épargne en clause prudente et mesurée. Ils ne me saluent pas, s'assoient juste en face de moi et croisent les mains. Rétablis l'accès au compte immédiatement. Camille ne lève pas les yeux de ses notes. Bonjour, monsieur Dubois. Merci d'être venu. Je ne suis pas là pour les politesses. Je suis là parce que ma fille a commis un vol et un sabotage et je veux que cela soit corrigé avant d'être obligé de prendre des mesures légales. Je croise son regard. Je n'ai rien volé. J'ai protégé des actifs contre un vol en cours. C'est absurde. Vraiment? Camille fait glisser un dossier sur la table. Nous aimerions discuter de l'activité de jeu de Lucas, en particulier de 350 000 € de retrait non autorisé au cours des 18 derniers mois. L'un des avocats de Stéphane attrape le dossier. Son collègue se penche pour lire par-dessus son épaule. Je regarde leurs expressions changer alors qu'ils assimilent les journaux de transactions, les registres du casino, l'analyse des schémas. J'ai passé 8 ans à construire des systèmes pour tout suivre. La mâchoire de Stéphane se crispe. Les dépenses personnelles de Lucas ne vous regardent pas. Si, quand il s'agit d'un vol sur les comptes familiaux, dit Camille, et cela devient très préoccupant pour Chloé étant donné son rôle d'administratrice maître avec la responsabilité fiduciaire de protéger les actifs. Le second avocat se racle la gorge. Puis-je voir le document d'autorisation? Camille le produit. 3 pages. La signature de Stéphane, audacieuse et négligente, en bas. Je me souviens du jour où il l'a signé il y a 5 ans. Regardant à peine le texte. Il était pressé d'aller jouer au golf. L'avocat lit lentement, son visage pâlit. Monsieur Dubois, ceci accorde des pouvoirs d'urgence unilatéraux à l'administrateur à des fins de protection des actifs. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Stéphane a perdu de son assurance. Ça veut dire qu'elle avait toute l'autorité légale pour faire exactement ce qu'elle a fait. Le silence s'étire. Dehors, la cloche d'un tramway résonne au loin. La pluie commence à tapoter contre les fenêtres. C'est quand même du vol, dit Stéphane. Mais la certitude a disparu de son ton. Je me penche en avant. Je propose un audit, une comptabilité judiciaire complète de toutes les transactions du Family Office des 2 dernières années. Nous examinerons chaque retrait, chaque virement, chaque chèque. Si j'ai fait quelque chose d'incorrect, j'en assumerai les conséquences. Mais Lucas se soumettra au même examen. Stéphane se lève. Absolument pas. Alors nous nous verrons au tribunal, dit Camille agréablement. Je suis sûr que la phase de communication des pièces sera éclairante. Ses avocats échangent un regard. Le premier touche le bras de Stéphane. Pouvons-nous avoir un moment avec notre client? Ils sortent dans le couloir. À travers la paroi de verre, je les regarde regroupés, leurs voix urgentes et basses. Le visage de Stéphane passe de la colère à la confusion, puis à quelque chose qui pourrait être de la peur. Ils reviennent après 8 minutes. Nous avons besoin de temps pour examiner la documentation, dit le premier avocat, et pour discuter des options avec notre client. Bien sûr, dit Camille, nous sommes disponibles pour une conversation plus approfondie dès que vous serez prêt. Stéphane sort sans un mot de plus. Ses avocats le suivent, emportant des copies de tout ce que nous avons présenté. La porte se referme avec un bruit de coffre-fort.
J'expire lentement. Tu as bien fait, dit Camille. En restant calme. J'ai de l'entraînement. Ils reviendront. Probablement avec des exigences différentes. Certainement avec une stratégie différente. Mais tu as vu leur visage quand ils ont lu cette clause sur les pouvoirs d'urgence. Oui. J'ai vu le moment exact où ils ont réalisé que Stéphane avait signé le renoncement à son contrôle sans comprendre ce qu'il signait. La même négligence qui a défini son rôle de père vient de lui revenir en pleine figure. Mon téléphone vibre. Un texto de Léa Martin, mon ancienne collègue de la Société de sciences des données. J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'un témoin de moralité. Je suis là si tu as besoin de moi. Une autre vibration. Antoine Petit, le directeur de banque avec qui je travaille depuis 6 ans. Votre statut de signataire est documenté et valide. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une confirmation officielle. Et un autre. Théo Lambert de la sécurité informatique. Je peux valider vos protocoles de protection. Ils sont conformes aux règles de l'art. Je n'ai demandé à aucun d'eux de me contacter. La nouvelle a dû se répandre d'une manière ou d'une autre à travers le réseau professionnel que j'ai mis une décennie à construire. Le même réseau que ma famille qualifie de « passe-temps de données ». Le jeudi soir me trouve à mon comptoir de cuisine, mangeant un plat à emporter d'une brasserie et consultant mes emails lorsque mon téléphone s'allume avec le nom de Camille. Il a engagé Philippe Leroy, dit-elle sans préambule. Je viens de recevoir la notification. Je pose mes couverts. Leroy. C'est le cabinet qui a traité l'affaire de la succession Westfield. Du contentieux de premier ordre. Il ne plaisante pas, Chloé. Cela signifie qu'il se prépare à poursuivre. Je devrais me sentir anxieuse, menacée. Au lieu de cela, je sens quelque chose de vif et de lumineux se déployer dans ma poitrine. Bien, dis-je. Il mord à l'hameçon. Le rire de Camille est discret mais sincère. Tu es vraiment quelqu'un, tu sais. J'ai appris des meilleurs. Il m'a appris à toujours avoir un plan. Et quel est le tien? La communication des pièces. Il veut me poursuivre en justice. Parfait. Cela signifie des assignations à comparaître. Une comptabilité complète. Chaque transaction, chaque document, chaque petit secret que le Family Office Dubois a caché. Il est tellement concentré sur le fait de me contrôler qu'il ne voit pas le piège. Ça pourrait devenir moche. C'est déjà moche. Maintenant, nous rendons juste ça officiel. Après avoir raccroché, je me sers un verre de vin et me tiens à ma fenêtre. Les lumières de la ville commencent à briller à travers le brouillard. Quelque part là-bas, Stéphane est probablement assis avec le roi, exposant son cas, me dépeignant comme la fille ingrate qui a trahi la famille. Qu'il le fasse. Il n'a aucune idée de la quantité de documentation que j'ai. 8 ans de dossiers méticuleux. Chaque conversation consignée. Chaque autorisation sauvegardée. J'ai construit cette forteresse sans même savoir que j'en aurais besoin. Mon téléphone vibre une fois de plus. Lucas. Je rentre en cure de désintoxication. C'est grave. J'ai besoin de te parler. Je fixe le message. La première communication de sa part qui n'est ni menaçante ni exigeante. Je ne réponds pas. Pas encore. Laissons-le mariner dans ce besoin un peu plus longtemps. Dehors, le brouillard s'installe, épais et gris, avalant la ville entière. L'email de Camille arrive un mardi matin, 2 semaines après notre réunion avec les avocats de Stéphane. Objet, Leroy a déposé. Je suis dans mon appartement. Le café refroidit à côté de mon ordinateur portable. J'ouvre la pièce jointe. Le nom de Philippe Leroy figure en haut d'une action en justice pour licitation-partage, épaisse de terminologie juridique qui se résume à une chose, Stéphane veut que le gîte en Normandie soit vendu. Il prétend que je l'ai mal géré. Il exige la part majoritaire. Mon téléphone vibre. Le texto de Camille. Appelle-moi. Je compose le numéro. Elle répond à la première sonnerie. Il te présente comme le problème, dit-elle. Gaspillage et mauvaise gestion. Défaut d'entretien de la propriété. Le baratin habituel quand quelqu'un veut forcer une vente. Je me penche en arrière dans ma chaise, fixant le brouillard qui défile devant ma fenêtre.
Il a ouvert la porte. C'est exactement ce que je pensais. La communication des pièces va dans les deux sens. Dans combien de temps peux-tu déposer la demande reconventionnelle? Donne-moi 48 heures. Je joindrai le testament de ta grand-mère. Je demanderai une communication complète des pièces pour une juste évaluation des actifs. Chaque document du Family Office Dubois devient une cible légitime. Fais-le. Après avoir raccroché, j'affiche l'alerte presque Camille m'a transféré. Un journal local normand a repris l'histoire. Bataille immobilière dans la dynastie de la Tech, hurle le titre, accompagné d'une photo du gîte. L'article cite des sources proches de la famille affirmant que le litige concerne une fille difficile, peu encline au compromis. L'empreinte de Valérie est partout. Ma mère a toujours été une maîtresse de la campagne de dénigrement. D'ici midi, elle aura appelé toutes les femmes de son cercle de bridge, tissant sa narration. Pauvres Stéphane et Valérie, aux prises avec leur fille ingrate. Tout ce qu'ils voulaient, c'était améliorer le bien familial. Je ferme l'ordinateur portable et finis mon café. Laissons-les parler. Les mots ne les sauveront pas de ce qui arrive. Jeudi après-midi, mon téléphone sonne d'un numéro inconnu. J'hésite à répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Chloé. La voix est rauque, incertaine. Lucas, d'où est-ce que tu appelles? Une cabine téléphonique au centre de désintox. Il surveille nos portables. Il marque une pause. Ça fait 2 semaines que je suis là. J'ai les idées plus claires maintenant, je réfléchis mieux. J'attends. Je témoignerai, dit-il, les mots se bousculant. Je te dirai tout sur les comptes offshore aux Bermudes, la société de conseil qui n'existe que sur le papier. Papa falsifie des documents fiscaux depuis des années, et je l'ai vu faire. Je ne veux plus être comme eux, Chloé. Je ne peux plus. Mon pouce accélère, mais je garde ma voix calme. Pourquoi cette soudaine prise de conscience? Parce que je comprends enfin ce que tu as fait. Tu n'as pas détruit la famille. Tu nous as empêchés de nous détruire nous-mêmes. Son souffle se coupe. Protège-moi juste de lui. S'il te plaît. Papa ne pardonne pas la déloyauté. Envoie tout ce que tu as à Camille. Documente les noms, les numéros de compte, tout ce dont tu te souviens. Je le ferai. Je te le promets. La ligne se coupe. Je reste assise avec le téléphone à la main, en train de digérer. La coopération de Lucas change complètement l'équation. Stéphane a mal calculé, supposant que la loyauté familiale l'emporterait sur tout le reste. Il a oublié que la loyauté exige le respect. Ce soir-là, ma messagerie vocale se remplit de messages que je n'écoute pas en temps réel. J'attends après le dîner, me servant un verre de vin avant d'appuyer sur lecture. La voix de Valérie s'échappe du haut-parleur. Mielleuse et venimeuse. Ta grand-mère aurait honte de toi, Chloé. Vraiment honte. Tu détruis notre héritage familial pour une pièce pleine de livres poussiéreux. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-il arrivé à la fille que j'ai élevée? Je sauvegarde l'enregistrement. Date et heure. Conservé. Preuve de harcèlement si nous en avons besoin. Le message suivant est plus ou moins le même, puis un autre. 6 au total. Chacun passant de la déception à la colère, puis à un désespoir à peine dissimulé. Je ne réponds pas. Le silence stratégique est une arme en soi. Camille dépose la demande reconventionnelle vendredi matin. Je lis son travail pendant ma pause déjeuner. C'est chirurgical. Elle accueille favorablement l'action en licitation-partage, demande une communication complète des pièces pour une juste évaluation, et joint le testament de grand-mère Geneviève avec sa désignation explicite de la bibliothèque pour moi. Les assignations qu'elle a préparées couvrent tous les registres du Family Office Dubois remontant à 15 ans. Le piège n'est pas subtil. Toute personne ayant une formation juridique le verra immédiatement. Mais Stéphane s'est engagé en déposant le premier, et reculer maintenant serait pire que d'aller de l'avant. Le lundi, les fissures commencent à apparaître. Stéphane laisse 3 messages vocaux, chacun plus tendu que le précédent. Le premier me demande d'être raisonnable. Le second me menace de conséquences pour obstruction. Le troisième est silencieux, à l'exception d'une respiration lourde et d'une malédiction marmonnée avant qu'il ne raccroche.
Valérie arrête de m'appeler directement et commence à envoyer des textos à la famille élargie. Mon téléphone sonne avec des messages de cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Tous des variations de « Que se passe-t-il » et « Vous ne pouvez pas arranger ça ?» Je ne réponds à aucun d'eux. Mercredi après-midi, Camille m'envoie une photo. Des inspecteurs de l'urbanisme ont affiché un arrêté d'interruption de travaux sur le gîte en Normandie. Les violations de permis les ont rattrapés. Des amendes journalières s'accumulent. Les entrepreneurs, toujours impayés depuis des mois, ont déposé des avis de nantissement préliminaires. La rénovation que Valérie voulait tant est en train de perdre de l'argent à vue d'œil tout en étant gelée. Lucas envoie un texto directement à Camille. Je veux sortir de cette famille. Elle me le transfère avec un seul mot, levier. Je suis en train d'examiner les conclusions préliminaires du comptable judiciaire lorsque mon téléphone sonne. Camille, la voix tendue d'une excitation contenue. Le roi sait. Il a compris ce que la communication des pièces va exposer et il est en train de paniquer. Il m'a appelé il y a 1 heure, cherchant à connaître les termes d'un règlement. Très désinvolte. Très peut-être pouvons-nous résoudre cela sans un litige prolongé. Je souris à mon reflet dans la fenêtre assombrie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ma cliente est parfaitement à l'aise avec la procédure de communication des pièces. Que nous n'avons rien à cacher et que nous accueillons favorablement une transparence totale. Comment a-t-il réagi? Un silence de mort pendant 10 secondes. Puis il a dit qu'il me recontacterait. Après avoir raccroché, j'affiche les dossiers de preuve. Les informations de Lucas, combinées à mes 8 années de documentation, dressent un tableau dévastateur. Évasion fiscale d'une valeur de 2,3 millions d'euros. Violation des règles de l'AMF dans plusieurs transactions. Un schéma systématique de fraude que l'obligation légale de l'euro l'oblige à signaler si cela sort lors de la communication des pièces. Stéphane a bâti son empire sur une compétence qu'il n'avait pas et des règles qu'il n'a pas suivies. J'étais l'échafaudage qui le soutenait et je suis parti. Maintenant, toute la structure s'effondre. Vendredi matin, Camille appelle avant que je n'ai fini mon premier café. Le roi veut une réunion. Lundi, lieu neutre. Il a spécifiquement demandé que Stéphane vienne sans Valérie. Il est prêt à régler. Il est terrifié. Il ne s'agit plus du gîte, et il le sait. Je regarde mon appartement, la vie que j'ai construite séparément d'eux. Organise ça. J'y serai. Chloé. La voix de Camille s'adoucit. Tu le tiens. Quoi qu'il arrive lundi, souviens-t'en. Je termine l'appel et me tiens à ma fenêtre, regardant Paris s'éveiller en dessous de moi. Quelque part de l'autre côté de la ville, Stéphane réalise son erreur. Il pensait pouvoir m'intimider pour que je me soumette avec un procès et une pression sociale. Au lieu de cela, il m'a donné la clé de tout. Lundi ne peut pas arriver assez vite. Le lundi matin, la salle de conférence du cabinet d'avocat de Camille ressemble à une scène de théâtre. Des fenêtres du sol au plafond encadrent la tour Eiffel, et la lumière matinale se reflète sur la table en noyer poli. Je suis assise, le dos droit, les mains jointes sur mes genoux, regardant Stéphane et Philippe Leroy entrer. Stéphane ne veut pas me regarder. Il a vieilli en 6 semaines. Des cheveux gris sur ses tempes, des rides plus profondes autour de sa bouche. Leroy porte une mallette en cuir, son costume est impeccable. Réglons ça, dit Stéphane en se laissant tomber sur une chaise. Sa voix a une âpreté que je n'avais jamais entendue auparavant. Du désespoir, peut-être. 500 000 € en liquide, aujourd'hui. Je ne réagis pas. Camille bouge à côté de moi, sortant sa tablette. C'est remarquablement généreux, dit Camille, son ton plat. Considérant que votre famille est, comme vous l'avez dit la semaine dernière, à court de liquidité. Le roi se racle la gorge. Mon client offre un règlement substantiel pour résoudre cette affaire rapidement et discrètement. Rapidement, je répète, à cause de la date limite pour la communication des pièces vendredi prochain. La mâchoire de Stéphane se crispe. Ne sois pas dramatique, Chloé. C'est du business. Mon téléphone vibre. Un texto de Valérie au groupe de la famille élargie, transféré par ma cousine Léa Martin. La cupidité de Chloé déchire cette famille. Elle exige des millions pour une propriété qu'elle visite à peine. S'il vous plaît, appelez-la et raisonnez-la.
Je tourne l'écran vers Camille. Elle y jette un coup d'œil, puis prend une note. Monsieur Dubois, dit Camille, êtes-vous au courant que votre femme mène actuellement une campagne de harcèlement coordonnée contre ma cliente? Valérie est contrariée, dit Stéphane. Pouvez-vous la blâmer? Sa propre fille fait du chantage à la famille. Le mot atterrit comme une gifle. Chantage. Il met en place sa narration, teste comment elle sonne à voix haute. Mon téléphone sonne. Tante Caroline. Je refuse l'appel. 30 secondes plus tard, oncle Richard appelle. Je refuse. Puis cousin Michael. Ils continueront d'appeler, dit Stéphane. Tout le monde sait ce que tu fais. Tout le monde sait ce que vous leur avez dit que je faisais, je corrige. Il y a une différence. Le roi se penche en avant. Mademoiselle Dubois, discutons des réalités juridiques de votre position. Votre autorisation de pouvoir d'urgence pourrait être interprétée comme une violation de votre devoir fiduciaire. Geler les comptes familiaux sans motif valable, refuser l'accès à des fonds légitimes. Ces actions vous exposent à une responsabilité importante. Motif valable, répète Camille, comme arrêter 350 000 € de retrait de jeu non autorisé. Nous contestons cette caractérisation, dit le roi doucement. Lucas Dubois avait une autorisation implicite d'accéder au fonds de la fiducie pour un usage personnel. Implicite. Camille tapote sur sa tablette. Choix de mots intéressant. Stéphane s'agite sur son siège. Écoute, Chloé, je sais que tu es en colère à propos du commentaire au déjeuner. Ta mère a dépassé les bornes, mais ça a été trop loin. Accepte les 500 000 €. Nous rétablirons ton accès au système. Tu signes une décharge et nous passons tous à autre chose. Ou bien? Je demande. Ou bien nous procédons à notre plainte éthique auprès du barreau de Paris, dit le roi. Nous soutiendrons que vous avez abusé de vos privilèges administratifs à des fins personnelles, que vous avez fabriqué cette crise pour obtenir un paiement. Le sourire de Camille est acéré. S'il vous plaît, procédez avec cette plainte. J'adorerais la voir. Stéphane se penche en arrière, essayant de reprendre le contrôle. Tu as 48 heures. Après ça, l'offre tombe à 250 000. L'ultimatum flotte dans l'air. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est le numéro de Lucas. Je le fixe jusqu'à ce qu'il s'arrête. Nous avons une contre-présentation, dit Camille. Elle connecte son ordinateur portable au projecteur. Si vous nous accordez quelques minutes. Le roi échange un regard avec Stéphane. C'est irrégulier. Faites-nous plaisir, dis-je. Camille clique sur la première diapositive. Le nom de Lucas apparaît en haut, suivi d'une chronologie. Des barres rouges illustrent les retraits sur 18 mois. Chacun lié à des casinos spécifiques de la Côte d'Azur. Le total en bas, 350 000 €. Diapositive 1, Nar Camille. Le vol systématique de Lucas Dubois du Trust familial Dubois. Le visage de Stéphane ne change pas, mais sa main agrippe la coudoir. Clic. La deuxième diapositive remplit l'écran. Des relevés bancaires surlignés en jaune. Des horodatages de mai. La signature de Stéphane sur des rapports trimestriels que j'avais préparés. Chacun notant des schémas de retrait irréguliers nécessitant un examen. Diapositive 2. La connaissance documentée de Stéphane Dubois du vol. 6 mois minimum, peut-être plus. C'est. Commence le roi. Veuillez garder vos objections pour la fin, dit Camille agréablement. Clic. La troisième diapositive montre des registres de comptes offshore. Bermudes. Documents fiscaux falsifiés. Honoraires de consultation qui n'ont jamais correspondu à un travail de conseil réel. Le chiffre en bas me retourne l'estomac même si je l'ai déjà vu. 2,3 millions d'euros d'actifs étrangers non déclarés. Diapositive 3. Évasion fiscale. Nous avons la documentation de la dissimulation délibérée de comptes étrangers, de déduction de frais professionnels falsifiés et de revenus non déclarés. Le fisc serait très intéressé par ce matériel. Le visage de Stéphane est devenu gris. Littéralement gris comme du vieux papier journal. Le roi lui murmure quelque chose d'urgent à l'oreille, mais Stéphane n'écoute pas. Il fixe l'écran. Clic.
La quatrième diapositive liste les violations des règles de l'AMF, les transactions boursières basées sur des informations privilégiées, les conflits d'intérêts non divulgués, la fausse déclaration de la performance des fonds aux investisseurs. Chaque accusation suivie d'une peine de prison potentielle. Diapositive 4. Fraude sur les valeurs mobilières, violations multiples. Nous estimons entre 5 et 7 ans de prison fédérale si poursuivi. C'est du chantage, dit le roi, mais sa voix a perdu de sa confiance. Ce sont des preuves, corrige Camille, ce qui nous amène à la diapositive 5. La dernière diapositive montre des chaînes de mai, les messages de Valérie aux entrepreneurs, tous datés avant la démolition de la propriété normande. Faites-le, c'est tout. Je m'occuperai de Stéphane. Nous n'avons pas besoin de permis pour des travaux intérieurs. Commencez la démolition de la bibliothèque cette semaine. En dessous, une icône de fichier audio. Camille clique dessus. La voix de Stéphane emplit la pièce. Faible à travers les haut-parleurs, mais sans équivoque. Je me fiche de la manière, réglez ça, c'est tout. L'horodatage date de 3 ans. Une conversation sur le retrait de fonds du sous-compte de Lucas pour couvrir ses dettes de jeu. Stéphane savait. Stéphane a autorisé. Stéphane a couvert. Le silence dans la salle de conférence est total. Alors, dit Camille en fermant son ordinateur. Revoyons votre offre de règlement. 500 000 € et un délai de 48 heures. Cela vous semble-t-il toujours raisonnable? Le roi écrit furieusement sur un bloc-notes, son stylo grattant le papier. Stéphane me regarde enfin. Ses yeux sont vides. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Depuis le moment où maman m'a traité de cas social, dis-je. Il ferme les yeux. Quand il les rouvre, quelque chose s'est brisé derrière eux. Rédiger les papiers. Pardon? Demande Camille, bien que nous l'ayons toutes les deux parfaitement entendu. 2 millions. Rachat complet de la part du gîte. Non-divulgation mutuelle. Renonciation à toutes les réclamations contre Chloé. Et vous supprimez son accès administrateur après qu'elle ait restauré le nôtre. Sa voix est mécanique. Pas d'aveu de culpabilité. Langage de règlement standard. Le roi touche son bras. Stéphane, nous devrions discuter. Non. Stéphane se lève. Nous avons terminé. Faites rédiger ça aujourd'hui. Je veux que ce soit fini. Il sort sans un mot de plus. Le roi rassemble sa mallette, son visage soigneusement neutre. Je ferai parvenir les documents à votre bureau avant la fin de la journée, dit-il. Quand ils sont partis, je laisse échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Le virement sera effectué avant que tu ne quittes le bâtiment, dit Camille. Je m'en assurerai. Mon téléphone vibre. Lucas envoie un texto depuis son centre de désintox. Merci de m'avoir sauvé. Une autre vibration. Notification de message vocal de Valérie. Je le mets sur haut-parleur. Ce n'est pas fini, Chloé. Tu penses avoir gagné, mais tu as perdu ta famille. J'espère que ça en valait la peine. Je le supprime. Puis je bloque son numéro. Est-ce que ça en valait la peine? Demande Camille doucement. Je regarde la scène, l'eau scintillant sous le soleil du matin. 8 ans d'exploitation terminés en 3 heures. Oui, dis-je. Absolument. 6 mois après l'accord, je me tiens dans la cuisine de mon Penthouse, regardant le brouillard se lever sur Paris. La vue s'étend sur 270 degrés, de la Défense à Montmartre. Pas de voisins, pas de murs mitoyens, juste du verre, du ciel et de la ville. L'ascenseur privé sonne. Mes invités arrivent. Je lisse mon pull en cachemire émeraude et traverse le salon. Aucune photo de famille n'encombre les étagères. À la place, mon prix, 30 de moins de 30 ans, est posé sur un socle sur mesure près de la fenêtre, captant la lumière de l'après-midi. Des œuvres d'art de galeries locales couvrent les murs. Mes réussites, mes choix, mon espace. La bibliothèque occupe tout le mur ouest. Des étagères en noyer du sol au plafond abritent la collection de livres de grand-mère Geneviève, déménagée de Normandie et arrangée exactement comme elle la gardait. La poésie à gauche, les classiques au centre, ses chers romans policiers à droite. Je passe mes doigts sur les dos des livres en passant.
Camille Bernard sort la première de l'ascenseur, tenant une bouteille de vin. Cet endroit me coupe encore le souffle à chaque fois. Je suis d'accord. Les autres suivent. Théo Lambert de ma société de conseil. Manon Roux, mon ancienne collègue de l'école polytechnique. Antoine Petit et son mari Marc Moreau, 3 femmes de mon groupe de soutien. 8 personnes qui ont été là quand ça comptait. Nous nous rassemblons autour de ma table à manger alors que le soleil du dimanche après-midi filtre à travers les fenêtres. Même heure que ces horribles déjeuners. Un univers différent. Manon passe le saladier. Ma sœur vient de me demander d'organiser à nouveau Noël. 3e année de suite. Aucune proposition d'aide. Juste une attente. Théorie. Tu as dit oui? J'ai dit que j'avais des projets. Tu en as? Demande Camille. Maintenant, oui. Je pars à Hawaï, toute seule. Tout le monde applaudit. Antoine se penche en arrière dans sa chaise. Ma mère a appelé hier. M'a demandé si je pouvais juste rapidement vérifier ses documents fiscaux. Je lui ai dit que mon tarif était de 300 € de l'heure, famille incluse. Qu'a-t-elle dit? Je demande. Elle a raccroché, puis m'a envoyé un texto disant que j'avais changé. Tu as changé, dit Marc en serrant la main de son mari. Pour le meilleur. Je lève mon verre. Aux limites. Aux limites, font-ils écho. Quelqu'un mentionne le stress des vacances à venir. L'anxiété des dîners de famille forcés. La culpabilité de dire non. Je pose ma fourchette. Je vois ma famille tous les jours. Vous êtes assis à ma table. Les mots atterrissent dans un silence confortable. Les yeux de Manon brillent de larmes. Elle ne prend pas la peine de les cacher. Plus tard, alors que nous débarrassons, Camille me prend à part. Dubois Capital t'a envoyé une demande de renseignement la semaine dernière. Je sais. Je l'ai supprimée sans répondre, sans hésitation. Je range les assiettes dans le lave-vaisselle. Il peut se payer l'expertise de quelqu'un d'autre maintenant. Mon téléphone vibre. Une nouvelle demande de client. Une start-up technologique a besoin de conseils en infrastructure de données. 500 € de l'heure, engagement minimum de 10 heures. Je réponds avec mon langage contractuel standard, professionnel et clair. Ma valeur n'est plus négociable. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me sers un verre de vin et sors sur le balcon. Les lumières de la ville commencent à scintiller en dessous. La tour Eiffel brille contre le ciel qui s'assombrit. Mon journal de thérapie est posé sur la table d'appoint. Je parcours les entrées d'il y a 6 mois. Peut-être que j'ai surréagi. La progression est frappante. Le doute de soi se transformant progressivement en clarté. L'entrée de la semaine dernière, je me suis sauvé. Lucas vient me voir demain. 6 mois de sobriété maintenant, il assiste à des réunions, reconstruit sa vie. Il a appelé la semaine dernière pour demander si nous pouvions prendre un café. Sa voix était différente, plus claire. Présente. Je dois m'excuser correctement, avait-il dit. Pas les excuses que j'ai faites lors de l'accord. De vraies excuses. D'accord, lui avais-je dit. J'écoute. Nous construisons quelque chose de nouveau. Distant, mais honnête. Il n'est plus l'enfant prodige d'un système toxique. Je ne suis plus le bouc émissaire. Nous sommes juste 2 personnes qui essaient de faire mieux. Stéphane et Valérie existent quelque part à Neuilly-sur-Seine. Je n'en saurais rien. Contact totalement rompu. Leurs numéros sont bloqués. Leurs emails sont filtrés vers la corbeille. Leur emprise sur ma vie est définitivement coupée. Mon entreprise de conseil a maintenant 12 clients réguliers. J'ai refusé 3 projets le mois dernier parce qu'ils ne correspondaient pas à mes valeurs. Ce pouvoir, ce choix, semble encore nouveau. Je suis la mentor d'une jeune femme nommée Julie Fournier qui m'a contacté après m'avoir entendu parler à la conférence « Femmes et Tech ». Sa famille la traite comme leur service informatique personnel tout en se moquant de sa carrière. Le schéma était douloureusement familier. Fais-les payer, lui ai-je dit, ou pars. Ton expertise a de la valeur. Fais-toi payer en conséquence. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message. Je suis parti. Merci.
J'ouvre mon journal à une nouvelle page et j'écris. Maman a dit que c'était par pitié qu'il m'incluait. Elle avait raison sur une chose. La pitié était impliquée. Ma pitié pour eux me maintenait piégé. Sa cruauté a été la clé qui m'a libéré. En essayant de me diminuer, elle a révélé que ma vraie valeur ne résidait pas dans leur acceptation, mais dans mes propres capacités. Certains qualifieraient mes actions de froides. Je les appelle nécessaires. Le coffre-fort familial a été construit de mes mains. Quand j'ai finalement changé la combinaison, je les ai enfermés dehors et je me suis libéré. Je ferme le journal. Mon téléphone vibre à nouveau. 2 nouvelles demandes de clients. Je rentre dans mon bureau à domicile, laissant le passé derrière moi sur ce balcon, se dissolvant dans la nuit parisienne où il appartient.